Il y a 1300 ans, un groupe de 3 guerriers s'est battu contre une horde de monstres qui ne semblait pas diminuer alors qu'ils continuaient d'apparaître les uns après les autres. La panique les envahissait car le démon de désastre, appelé Dieu du désastre, pourrait commencer à se reproduire à tout moment s'ils étaient imprudents et perdus. Magrey, le chef de l'équipe, pensait qu'ils ne réussiraient dans le pas cette fois non plus. Sans autre choix, il envisagea d'offrir leur vide pour sceller le démon de désastre. Juste alors, un autre membre de l'équipe, Liam, avança et lança un sort qui les protégea des monstres qu'ils affrontaient. Le sort créa un cratère colossal par l'explosion, éliminant tous les monstres dans son sillage. Il sourit avec confiance et demanda à l'équipe pourquoi il luttait contre de si faibles démons. Le groupe fut surpris par la puissance de son attaque après qu'il eut éliminé les monstres du démon de désastre d'un seul coup massif. L'un d'eux admit que sa capacité était exceptionnelle parmi les 100 hommes, mais le sort qu'il venait de lancer était sur un tout autre niveau. Liam révéla de manière détachée qu'il avait pris la 108e capacité et la faisait sienne. Cette révélation surprit l'équipe, mais les sous-fifres du démon de désastre continuaient à apparaître, les uns après les autres. Avec cela, Liam activa un autre sort et élimina la horde de démons, surprit de nouveau son équipe, maintenant semblant être l'incarnation même d'une entité omnipotente ou d'un roi absolu. Il dirigea l'équipe, leur disant qu'il vaincrait seul le démon de désastre. Il leur dit de rester derrière lui pour leur sécurité alors qu'il marchait jusqu'à la fin de la falaise. En se tenant sur le bord, il regarda en bas et vit le démon de désastre dans toute sa totalité. Le démon donnait naissance à une horde de monstres qui dévoraient les humains. Savoir que cela menaçait l'humanité, Liam jura qu'il ne permettrait pas aux monstres d'être produits en masse et les élimina pendant leur naissance. Il arracha ensuite le démon de la falaise pour le combattre directement. Le démon attaqua avec une puissance immense, mais Liam lança un autre sort pour neutraliser l'attaque. Leurs pouvoirs se heurtèrent, provoquant une explosion immense. Tous les 300 ans, le démon de désastre apparaissait et les monstres qu'il engendrait constituaient une menace grave pour l'humanité. Pour protéger l'humanité, les guerriers de l'unité de 100 hommes étaient chargés d'éliminer le démon de désastre. Ils étaient réincarnés tous les 300 ans pour correspondre au réveil du démon, risquant leur vie pour le sceller à nouveau. Le démon de désastre rugit alors que les attaques de Liam commençaient à porter atteinte à son corps. Il croyait que sceller-le était une méthode obsolète qui ne résolvait pas vraiment le problème, donc il décida d'utiliser son pouvoir omnipotent, une combinaison de 108 capacités qui ne pouvait être déclenchée qu'une seule fois pour l'anéantir complètement. Cependant, dans une tournure inattendue, une attaque puissante perça soudainement son cœur. Déchiré de différentes parties de son corps, il semblait que son agresseur voulait s'assurer qu'il ne survivrait pas. Magra le prit alors dans ses bras, sa voix remplie de douleur, alors qu'il demandait pourquoi son camarade avait trahi. Magra lui dit qu'il ne pouvait pas permettre au démon de désastre d'être tué. Il voulait prendre les 108 pouvoirs pour lui-même et placer un maléfice sur Liam pour l'empêcher de se réincarner. Il jeta ensuite le roi absolu au sol et l'attaqua à nouveau, s'assurant qu'il serait terminé. Avec le démon de désastre, il planifiait de sceller Liam dans l'abîme. En le poussant du haut de la falaise, Liam tomba dans l'obscurité avec des membres tranchés. Les autres guerriers jubilaient devant sa détresse, tandis que Magre jetait tous les monstres mangeurs d'hommes dans l'abîme avec Liam et le scellait. Après avoir scellé le démon de désastre, l'unité de 100 hommes mourut et fut réincarnée comme le dictait leur existence. En réalité, l'unité n'avait jamais voulu que le démon de désastre meure et obtienne une paix véritable dans le monde. Leur objectif était de s'assurer de leur réincarnation tous les 300 ans. Si le démon était véritablement éliminé, ce cycle prendrait fin. À cause de cela, Liam ne pouvait rien faire que rester coincé avec le démon de désastre dévoré vivant. Le démon de désastre découvrit ses dents et pour une créature d'intelligence si basse, ses tendances sadiques étaient terrifiantes. Cédant à l'immortalité de Magrey, Liam ne pouvait pas mourir, même lorsqu'il était piétiné et dévoré encore et encore par les descendants du démon de désastre. Il vivait dans une torture absolue, endurant une douleur insupportable qui transperçait son âme. Même lorsque ses organes étaient arrachés ou sa chair dévorée, son corps se régénérait instantanément. 1200 ans plus tard, Liam était toujours en vie, bien que son corps portât les marques des centaines de descendants du démon de désastre. Bien qu'il soit techniquement en vie, il était aussi bon que mort, corrompu par les démons qui avaient festoyé sur lui pendant des millénaires. Il gardait à peine la raison en s'accrochant à sa volonté de vengeance contre ceux qui l'avaient enfermé dans ce enfer. Il jura de se relever et de venger ceux qui l'avaient trahi. Juste alors, une lumière blanche puissante éclaira son visage, suivie d'une voix l'appelant à retourner dans son enveloppe corporelle. Avec cela, son corps brilla d'une lumière vive et lorsqu'il ouvrit les yeux, il était étendu sur le sol dans le corps d'un jeune homme. Il sentit soudainement l'odeur de la saleté et réalisa que son enveloppe corporelle venait de vomir. Essayant de se lever, un groupe d'étudiants rit de lui pour encore être à terre.
Ils discutaient de savoir s'il était toujours en vie, disant qu'ils ne permettraient pas d'être des assassins juste parce qu'il était couvert de la saleté de Kai. Après s'être assuré qu'il était toujours en vie, ils décidèrent de le plonger une dernière fois dans le lac en punition pour l'avoir inquiété. Regardant les garçons, il se demanda qui ils étaient lorsqu'ils plongèrent soudainement dans le lac, rendant difficile sa respiration. Il le frappait encore et encore, le harcelant sans fin. Juste alors, un autre étudiant nommé Josh arriva disant que les autres étaient trop doux pour torturer le garçon. Tenant une seringue dans sa main, il préparait d'injecter Kai avec un liquide qui ferait danser le plus hilarant possible. Kai essayait de se libérer de la prise des autres étudiants qui le maintenaient fermement tandis que Josh était sur le point d'injecter le sérum. Le garçon supplia Josh de ne pas injecter le liquide, mais le bourreau ne l'écouta pas et remplit son système du sérum. Cela provoqua chez Kai des nausées incontrôlables, suscitant des éclats de rire des étudiants. Maintenant qu'il était comme un marionnette, Josh lui dit qu'il devait danser pour eux et les entretenir. Kai était presque mort alors qu'il continuait de vomir. Cependant, Josh était implacable et injuste, disant que quelqu'un de si peu utile ne pouvait pas se reposer, puis lui donna un autre coup de pied, lui ordonnant de se relever et de continuer à danser jusqu'à sa mort. Soudain, le garçon se releva, disant qu'il était las de se retenir. Un des étudiants saisit son col, mais au lieu de reculer, Kai saisit sa main, y appliqua une telle pression et la tordit si fort que l'homme hurla de douleur. Kai leur dit que des gens comme eux méritaient d'être punis. L'étudiant saisit son col et l'appela arrogant pour avoir appelé les autres des déchets. Pendant ce temps, Liam évaluait la magie au sein de Kai et découvrit qu'elle ne possédait que de la magie glaciale faible. L'étudiant tenta ensuite d'attaquer une nouvelle fois. Cependant, Liam utilisa sa magie glaciale contre l'homme, gelant sa main qui était sur le point de toucher son visage. L'homme fut surpris par l'utilisation impressionnante de la magie. Liam recouvrit ses membres de glace et bondit pour attaquer l'homme, lui donnant un coup de poing indéniable dans le visage, envoyant celui-ci au sol avec une force surhumaine. Il l'appela pitoyable, qui criait maintenant de douleur. Les autres étudiants étaient tous choqués, voyant à quel point Kai était devenu fort. Liam réalisa que le propriétaire original du corps ne savait pas bien utiliser sa force et avait une puissance magique bien trop faible à l'intérieur de lui. Les étudiants commencèrent à trembler devant lui alors qu'il se tenait là avec une aura soudaine et inexplicable. Ils coururent frénétiquement vers la sécurité, mais Liam était plus rapide et gela leurs jambes afin qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Il approcha ensuite l'un d'eux et lui ordonna de lui donner ses vêtements parce qu'il sentait l'odeur de marécage et de vomissement. Il ordonna ensuite à un autre étudiant de lui donner sa veste. Les étudiants étaient tous soumis à ses ordres par peur et lorsqu'il se tourna et leur dit qu'il les plongerait dans le marécage, ils tremblèrent de peur. Le jeune étudiant aux cheveux longs s'approcha de lui et lui dit qu'il s'excusait pour ce qu'ils avaient fait, donc il devait les pardonner. Liam esquissa un sourire disant qu'il avait pris des milliers de vies et qu'une excuse ne serait jamais suffisante. Ses amis ensuite jetèrent Josh sous le bus et lui dirent à Liam qu'ils avaient tous simplement suivi les ordres de cet homme depuis qu'ils ne pouvaient pas aller contre lui. Josh était celui qui avait recommandé qu'il soit le sujet de la persécution et qu'il participe au jeu de descendants de Liam. Confus, Liam le fit expliquer ce que le jeu était. Le jeune étudiant aux cheveux longs était confus, disant qu'il devrait connaître les règles du jeu maintenant. Patiemment, Liam lui cria de répondre rapidement à sa question. Tremblant, le jeune étudiant répondit que c'était un jeu passé entre les étudiants de l'Académie royale de magie et que celui qui était choisi descendant du traître Liam Hill serait puni par toute la communauté étudiante de diverses manières. Liam fut confus après avoir entendu son nom et donc le jeune étudiant expliqua que tout le monde devrait connaître l'histoire de la soumission du traître Liam Hill et qu'il avait été vaincu par les 99 héros, mettant fin au plus grand méchant de tous les temps. Cela renforça la colère de Liam, il se souvint des visages des vrais traîtres qui avaient manifestement créé une histoire fausse pour le rendre le méchant. Maintenant, il devait rétablir l'histoire. Encore confus par son comportement étrange, les étudiants dirigèrent Liam vers sa résidence. Il leur dit de rentrer chez eux pour la journée, mais avertit qu'il n'était pas fini avec eux. Il les appellerait à nouveau un jour. En ouvrant la porte de sa résidence, il fut accueilli par son majordome, Maurice, qui l'adressa comme Votre Altesse. Liam fut surpris d'apprendre que Kai était en réalité de sang royal. Cependant, chaque fois qu'il tentait de se rappeler des souvenirs liés à la famille de Kai, il ne trouvait rien. Il supposa que peut-être Kai refusait inconsciemment ses souvenirs, ce qui causait le blocage. Il regarda ensuite son majordome et lui demanda de lui parler de la lignée de Kai. Perplexe, Maurice expliqua que Kai était le 8e prince du royaume. Confus, Liam demanda pourquoi Kai ne vivait pas dans le château royal, surtout étant de noblesse. De plus, il se demandait pourquoi certains étudiants osaient traiter un prince comme un déchet. Il remarqua également que son corps était clairement mal nutri. Étonné par le changement soudain de comportement de son maître, Maurice demanda prudemment ce qui lui était arrivé, disant qu'il semblait être une personne complètement différente. Liam trouva étrange que son majordome questionne son maître par souci. Sans intention de continuer à jouer le rôle de Kai, il dit à Maurice que le Kai qu'il connaissait était déjà mort, ce qui causa encore plus de confusion.
Il conseilla ensuite au majordome de simplement penser à lui comme à un autre homme qui se trouve simplement partager le même visage que son ancien maître. Plus tard, Liam s'allongea dans sa chambre pour se reposer. 2100 ans plus tôt, Maghra et sa sœur Mimi étaient encerclées et dépassées par la horde de monstres mangeurs d'hommes du démon de désastre. Elles étaient clairement à la dérive et juste alors, l'un des tentacules des monstres perça le torse de Maghra, l'attachant au mur. Mimi hurla de peur et allait aider son frère quand elle fut elle aussi attrapée par les tentacules. Elle hurla de douleur alors que les monstres dévoraient près son corps. Sentant faible, Margaret ne pouvait rien faire pour sauver sa sœur de la violation par les monstres. Juste avant qu'elle ne soit vaincue, une puissante force magique explosa dans la direction des monstres, les anéantissant instantanément. Liam était arrivé juste à temps pour les sauver. Les frères furent soulagés de savoir qu'elles étaient maintenant en sécurité. Maghra se sentit coupable d'avoir agi seul et finalement encore besoin de l'aide de Liam, même s'il avait juré qu'il ne le ferait pas. Liam reconnut que Maghra avait été une vraie nuisance et agit comme un enfant lorsqu'il avait soigné ses blessures. Cependant, tout cela était du passé et ce qui comptait maintenant était qu'elles étaient en sécurité. Il vérifia Mimi et une fois qu'il sut qu'elle allait bien, il aidait ses amis à se relever. Il savait qu'ils étaient là pour rassembler des matériaux d'amélioration et comprenait leurs intentions. Maghra, bien que souvent irrité par lui, reconnut qu'il était en dette envers Liam et qu'il était le sauveur de ses vies et celle de sa sœur. Ils serrèrent la main en amitié et Maghra jura de ne jamais oublier sa dette. À présent, Liam se réveillait de son rêve et jurait de trouver les méchants ingrats qui l'avaient enfermé avec le démon de désastre dans l'abîme. Maintenant qu'il était de retour, il reviendrait pour récupérer le pouvoir qu'on lui avait volé. Liam prenait son petit déjeuner dans sa résidence, servi par Maurice. Il prenait un autre repas simple et il goûtait atrocement. Il était évident que son majordome n'était pas habitué à cuisiner et il n'y avait aucune trace d'autres serviteurs à part lui. Il ne pouvait pas croire que sa vie de prince était inférieure à celle d'une famille noble de basse noblesse. Maurice s'excusa pour ses défauts, mais il arrêta Maurice, disant qu'avec de la fierté, il ne s'excuserait pas auprès de lui. Il continuait à manger son petit déjeuner, mais pensait que la qualité de la nourriture qu'il mangeait devait être améliorée. À l'école, les étudiants allaient de leur journée, préparant à assister à leurs cours respectifs. Pendant ce temps, Liam se demandait comment il trouverait les ennemis de Kai. Juste alors, Josh apparaissait avec ses acolytes de la veille. Le chef des bourreaux confronta Josh sur le fait de brutaliser ses acolytes et de s'emporter, l'admonestant pour avoir défiant lorsqu'il est juste un descendant de Liam. D'autres étudiants étaient d'accord qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre et devaient simplement rester et ne rien faire comme ils le faisaient toujours. Les étudiants commencèrent à lancer des pierres sur lui alors qu'il se tenait là, figé et immobile. Il avait pitié de la douleur que Kai avait dû endurer et voyant qu'il tenait encore debout même après avoir été frappé par des pierres plusieurs fois, les étudiants s'arrêtèrent, clairement stupéfaits. Josh leur dit de continuer l'assaut mais il semblait hésiter maintenant qu'il commençait à avoir peur. Sans autre choix, Josh décida de frapper Liam lui-même et commença à étirer ses bras pour lui donner un coup de poing puissant. Le coup de poing toucha mais Liam parvint à le détourner. Cependant, puisque le corps du garçon était faible, ses os se brisèrent facilement. Il essaya ensuite de remettre les os cassés avec sa magie de guérison et attacha facilement les os au bon endroit. Les étudiants étaient ébahis par l'efficacité avec laquelle il utilisait sa magie de guérison sur lui-même. Frustré, Josh libéra sa puissance de feu et la lança vers Liam qui, au lieu de la détourner, soupira, lança un sort de glace et renvoya le sort à Josh. Josh fut frappé par son propre sort ainsi que ses acolytes. Ils furent tous projetés au sol par l'impact et laissés inconscients. Les autres étudiants étaient figés sur place après avoir vu le nouveau pouvoir de Liam. Juste alors, un professeur nommé Pierce arriva et tenta de rompre le combat, admonestant Liam. Le professeur esquissa un sourire maléfique, disant qu'il devait être puni pour ce qu'il avait fait. Le jeune homme tenta de raisonner avec lui que Josh et ses acolytes avaient été les premiers à commencer le combat, mais Pierce ne l'écoutait pas. Les bourreaux étaient contents qu'il soit réprimandé par le professeur, faisant un pari sur combien de temps cela prendrait cette fois. Soudain, Liam ressentit une douleur atroce dans sa tête et vit des flashbacks du même professeur battant Kai. Il réalisa qu'il pouvait voir les souvenirs du propriétaire précédent du corps et découvrit que le professeur était également l'une des personnes qui avait blessé Kai. Voyant qu'il s'était arrêté, le professeur lui dit de se dépêcher avec un sourire maléfique. Pendant ce temps, Liam aussi arborait un sourire maléfique, prêt à enseigner une leçon à Pierce. Pierce le conduisit dans une pièce et verrouilla la porte. Il pensait avoir déjà enseigné une leçon intense à l'élève 3 jours auparavant, mais il semble que l'enfant n'avait rien appris puisqu'il causait encore des problèmes. Faisant mine de rire, il moquait l'enfant, disant qu'il devait apprécier les punitions corporelles et appelant l'enfant un pervers qui prétendait être de sang royal. Rempli de mépris, il lançait plus d'insultes, appelant l'enfant un perdant vulgaire. Avec de la venin dans sa voix, il lui dit qu'il méritait cela pour avoir le sang d'une pute et d'un traître. Affirmant qu'il n'y avait personne plus adapté pour être le descendant de Liam que lui, il retint l'enfant contre le mur, prêt à le punir. Pierce le poussa à pleurer, se souvenant comment il tremblait et suppliait pour être pardonné.
À sa frustration, cependant, l'enfant restait immobile et calme, ne tremblant plus de peur. Pensant que l'esprit de l'enfant devait être sur le point de craquer, il saisit sa ceinture de flagellation, prêt à se livrer à ce qu'il considérait comme la meilleure façon de se décharger de son stress. Il leva la ceinture haut, impatient d'entendre les cris de ses élèves, et la descendit avec excitation. À sa surprise, un chevalier couvert de glace magique apparut et saisit sa main, l'arrêtant de frapper Liam. Encore attaché au mur, Liam pointa les marques sur son propre corps comme preuve des abus du professeur, et maintenant avait la chance de venger Kai. Il se libéra des entraves et ordonna au chevalier de torturer le professeur en lui disant de lui casser la main s'il parlait ou faisait un son, menaçant de lui casser la main droite et de lui casser la gauche ensuite. Pour payer le supplice que l'homme lui avait infligé, Liam ordonna qu'il se flagelle. Horrifié, Pierce refusa, insistant qu'il ne se ferait pas de mal. En réponse, Liam conjura une flèche de glace et la pointa vers lui, forçant l'homme à choisir entre se flageller ou être pénétré par l'arbalète, ce qui pourrait mettre fin à sa vie. Peur pour sa survie, le professeur choisit de se flageller. Suivant les ordres de Liam, il ôta ses vêtements, révélant son corps gonflé, et frappa une fois. Liam ordonna qu'il continue, exigeant 100 coups de fouet. Après un certain temps, Pierce finit enfin les 100 coups. Son corps était criblé de coups et saignait, mais il ressentit un moment de soulagement pensant que le châtiment était terminé. Cependant, Liam lui dit qu'il n'était à bon ou qu'il n'était pas encore fini. À la terreur du professeur, Pierce fut hissé sur une tour de glace, complètement nu. Liam l'humilia devant toute l'académie, croyant qu'il méritait cela. Il ordonna au professeur de confesser les abus qu'il avait infligés à Kai. Le professeur hurla de douleur et de peur, suppliant d'être libéré en premier. Patiemment, Liam claqua des doigts, faisant fondre la glace sous lui. Pierce paniqua alors que la glace commençait à se dissoudre sous lui, et sans autre choix, il admit avoir commis de nombreux péchés contre Kai, obligeant le garçon à se flageller à nouveau, bien que justifié par lui-même comme partie de la discipline éducative. En réalité, cela était tout simplement alimenté par ses perversions déformées. Il cria que Kai n'avait rien fait de mal et qu'il avait puni le garçon de nombreuses fois uniquement pour son propre plaisir. Désespéré de pouvoir être libéré, il cria qu'il admettrait tous ses torts si Liam le libérait. Les étudiants regardèrent avec stupeur et fascination, beaucoup semblant apprécier le spectacle. Ils murmuraient entre eux, certains qu'une carrière de Pierce était terminée. En entendant leurs remarques, Liam les regarda. Sa voix résonna froide en leur disant à quel point c'était dégoûtant d'être le descendant de Liam et que tous ceux qui avaient blessé Kai sous ce nom ne seraient pas épargnés. Il jura de ramener la vengeance à tous ceux qui partagent les péchés du professeur et les avertit de vivre dans la peur car il les ferait payer un par un. Dans la foule, Josh brûle de colère, incapable d'accepter l'humiliation infligée par Liam. Pendant ce temps, une fille les observe de loin, ricanant et les traitant de pathétiques. Plus tard, Liam se tient dans le bureau du directeur, réprimandé pour avoir publiquement puni un professeur devant toute l'académie. Son acte fut qualifié de honteux et sans précédent. Il plisse les yeux, son regard glacial mettant les professeurs mal à l'aise. Il explique avoir attaqué Pierce car l'homme usait de châtiments corporels pour satisfaire ses propres désirs dépravés. La faculté cependant ne le croit pas, il se moque de son explication, la qualifiant d'absurde. Le directeur insiste sur le fait que Pierce est un éducateur respectable qui n'aurait jamais recours à une telle cruauté. Liam soutient que le professeur a avoué devant tout le monde, mais le directeur rejette cela. Affirmant que le garçon a dû contraindre Pierce à mentir, le directeur se tourne ensuite vers Kaller, le professeur principal de Liam, censé être responsable de lui. Kaller s'excuse et prétend que Liam a toujours eu tendance à mentir. Elle ajoute qu'il y a quelques mois, il a accusé ses camarades de l'intimider, alors qu'en réalité, beaucoup ne l'aimaient simplement pas pour son humeur sombre et sa tendance à blâmer les autres pour ses propres lacunes. Liam se tourne vers elle, la fixant droit dans les yeux. Sa voix est tranchante et ferme alors qu'il lui dit que c'est elle qui a ignoré les appels à l'aide de Kai. Kaller a trouvé ces mots déplacés et a demandé au directeur de l'expulser immédiatement, ce à quoi le vieil homme a consenti. Avec un sourire vicieux, elle se moqua de lui, affirmant que son rêve de devenir un mage de récupération nationale pourrait ne plus être à sa portée puisqu'il était expulsé. C'est alors qu'un membre du personnel entra dans la pièce et remit un message au directeur. En l'entendant, le visage du directeur afficha un choc, et bien que contre sa volonté, il rétracta son ordre d'expulser le garçon. Kaller tenta de soutenir qu'ils devaient s'en tenir à leur plan, mais le directeur lui dit d'arrêter car l'ordre venait directement de Lord Keith. Cela choqua les professeurs, mais les força aussi à obéir, car c'était un ordre auquel ils ne pouvaient s'opposer. Le directeur le renvoya hors de la pièce, et il se demanda pourquoi le directeur avait changé d'avis concernant son expulsion. Il se souvint alors du visage de Kaller et se demanda si elle faisait partie des cibles de la vengeance de Kai. Il décida alors de fouiller davantage les souvenirs de Kai.
C'est alors qu'une femme l'approcha et sa seule présence ne lui inspira que du dégoût. Cela le ramena au passé où Maigret avait dit à une autre membre, Violette, de le blesser davantage. La jeune fille obéit et lança un sort sur Liam, le blessant encore plus. Après lui avoir infligé plus de douleur, Maigret le jeta dans l'abîme, souhaitant qu'il y reste pour l'éternité. Alors qu'il tombait dans les profondeurs de l'abîme, il vit les visages de ceux en qui il avait jadis eu confiance mais qui l'avaient trahi. À présent, la jeune fille l'approcha mais le reconnut comme Liam. Même si elle avait un visage différent, elle était sans aucun doute Violette Reborn, l'une des membres de l'unité des 100 hommes qui avait combattu à ses côtés avant de le trahir finalement. Il plaqua la femme contre le mur et murmura que son apparition lui épargnait la peine de la traquer, ce qui la troubla. Il murmura le nom de Violette, ce qui déconcerta encore plus la jeune fille. Il la saisit ensuite par le cou et l'accuse de le tromper avec sa comédie. Cependant, la jeune fille affirme qu'elle ne sait honnêtement pas de quoi il parle et tente d'utiliser sa magie. Mais elle a du mal à contrôler le sort de vent. Liam l'esquive de justesse tandis que la jeune fille peine à contrôler son pouvoir et à l'attaquer. Il la regarde avec des yeux accusateurs et la traite de menteuse pathétique. Déterminé à démasquer son mensonge, il lui dit de l'attaquer avec le pouvoir du dieu du vent qu'elle lui a volé. Elle commence à tousser, l'utilisation de la magie du vent la mettant à rude épreuve. En la regardant, il sait que son pouvoir est gaspillé sur cette fille et qu'elle n'utilise même pas 10% de sa véritable force, affirmant qu'elle est indigne de ce pouvoir. Il déclare qu'il va reprendre le pouvoir, mais son corps lâche soudainement, épuisé par l'excès de magie, s'étant poussé à la limite. Plus tard, il se réveille en sursaut d'un rêve après que son corps se soit rétabli. La jeune fille tente de l'aider à se lever, mais il repousse sa main, refusant son aide. Maurice le réprimande, essayant de lui faire comprendre que la jeune fille, Bridget, l'a soignée après son effondrement et l'a transportée jusqu'au manoir. Il inspecte son corps et constate que sa blessure a réellement guéri. Réalisant qu'elle est gentille avec lui, il demande ce que Violette complote. Cependant, la jeune fille le corrige à nouveau, affirmant qu'elle n'est pas Violette mais sa camarade de classe, Bridget. Frustré, il dit à la jeune fille d'arrêter sa comédie et de lui rendre le pouvoir du vent qu'elle lui a volé lors de leur vie passée. Il trouve ridicule qu'elle prétende être quelqu'un d'autre alors qu'il est clair comme le jour qu'elle est Violette Reborn. Soudain, Bridget réalise que l'homme devant elle n'est pas le Kai qu'elle connaît. La fixant droit dans les yeux, il lui dit qu'il y a 1200 ans, il a été trahi par ses amis et enfermé dans l'abîme avec le démon de la calamité qui a dévoré son corps pour l'éternité et qu'il est Liam Hill, issu des légendes. Voyant sa réaction, il trouve étrange qu'elle semble vraiment naïve face à toute la situation. Il essaie de lui pincer le visage pour la provoquer, mais Maurice l'arrête en lançant une attaque d'avertissement dans sa direction, lui disant de ne pas être brutal avec la dame. Il se place entre Bridget et son maître, essayant de protéger la jeune fille de lui. Voyant son majordome en protéger une autre, il demande où se situe sa loyauté. Maurice lui répond qu'il est toujours de son côté, c'est pourquoi il est intervenu. Il réalise que son maître Kai n'est plus dans son corps, mais que le traître Liam a pris le contrôle. Maurice le supplie de s'expliquer. Liam raconte à Maurice et Bridget comment il s'est retrouvé dans le corps de Kai. Au cours des 1300 dernières années, toutes les réincarnations de l'unité des 100 hommes avaient conservé leurs souvenirs. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit, Bridget insiste sur le fait qu'elle n'a pas volé le pouvoir du dieu du vent qu'elle possède. C'est son moi passé qui le lui a volé, et bien qu'elle soit désolée pour ce qu'il a traversé, elle n'a aucun souvenir de l'avoir blessé. Néanmoins, si c'était un péché commis par son moi passé, elle est prête à l'expier. Liam sourit, disant qu'il récupérera certainement son pouvoir, mais que ce ne sera pas la fin. Alors qu'il était piégé avec le démon de la calamité, il a été violé de toutes les manières imaginables pendant 1300 ans. La souffrance qu'il a endurée, il jure de la faire vivre à chacun des traîtres. Il dit à Bridget qu'elle a commis une grave erreur en le soignant. Il pense qu'elle fait seulement semblant d'avoir perdu la mémoire pour échapper à sa vengeance et la prévient de ne pas attendre de pitié de sa part. Cependant, si son amnésie est vraiment sincère, il la forcera d'abord à tout se souvenir avant de transformer sa vie en un enfer. Autrement, sa vengeance n'aurait aucun sens. Il tente alors d'envahir ses souvenirs avec la magie de lecture mentale, mais il oublie que le corps de Kai est trop faible pour utiliser toute autre magie que la glace. Liam serre le poing de frustration, réalisant qu'il ne peut même pas lancer un sort aussi simple, ce qui n'aurait jamais été un problème dans son corps d'origine. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser la magie contre Bridget ni absorber le pouvoir du dieu du vent. Déterminé, il déclare qu'il va s'entraîner et maîtriser la magie, même si cela signifie retarder sa vengeance. Il se lève du lit, impatient de commencer à pratiquer. Maurice et Bridget tentent de l'arrêter, mais il est implacable. Pour le convaincre, Maurice propose d'utiliser sa propre magie de lecture mentale pour exaucer les souhaits de Liam, mais Liam refuse, disant qu'il ne reviendra pas avant d'avoir maîtrisé cette capacité lui-même. Il dit à son majordome de ne plus lui préparer de repas désormais, car il se concentrera uniquement sur l'entraînement.
Il se rend sur le terrain, déterminé à ce qu'avec un entraînement approprié, le corps de Kai et son pouvoir magique latent puissent même surpasser sa force d'origine. Pour libérer ce potentiel, il doit d'abord acclimater le corps frêle du garçon à l'effort d'une magie puissante. Il continue d'essayer de maîtriser sa magie, mais le corps de Kai cède continuellement. À la tombée de la nuit, il continue de s'entraîner, se poussant à la limite. Inquiet pour son bien-être, Maurice lui apporte de la nourriture et le supplie d'arrêter, craignant que s'il force davantage, il ne meure. Cependant, Liam ne l'entend pas, trop concentré à maîtriser son pouvoir. Maurice observe avec admiration la détermination et la concentration incroyable de son maître. Ne voulant pas le déranger, il dépose le plat qu'il a préparé, fait d'ingrédients connus pour stabiliser le pouvoir magique. Toujours en entraînement, Liam respire difficilement et réussit enfin à maîtriser son énergie. Avec un regard victorieux, il déclare qu'il peut maintenant reprendre le pouvoir volé du dieu du vent. Liam a réussi à maîtriser la lecture mentale et l'absorption de capacités en moins de 2 jours. Avec cela, il confirme que le potentiel de son nouveau corps est absurdement élevé. Il voit le panier de nourriture par terre à côté de lui et se souvient que Maurice les a laissés la nuit dernière, disant qu'ils aidaient à stabiliser le pouvoir magique. Il se souvient juste vaguement que cela s'est produit. Malgré la tension, il juge l'effort inutile. Alors qu'il était sur le point de se détourner, un souvenir lui vint à l'esprit. Le majordome courut vers Kai, se précipitant en remarquant son apparence trempée. Battu et contusionné, le pauvre prince s'excusa d'être un maître si inutile. Si Led voulait un jour quitter le manoir, il écrirait volontiers une lettre de recommandation. Cependant, Maurice dit qu'il ne partirait jamais et prendrait toujours son parti, quoi qu'il arrive. Indéniablement ému par les souvenirs du jeune homme, Liam soupire et s'assied devant le panier repas préparé. Ils sont presque pourris d'être restés là toute la nuit, mais il prend de grandes bouchées malgré tout. Très vite, les assiettes de nourriture sont complètement dévorées, sans reste. Puisqu'il est rassasié, il décide de faire une courte sieste pour l'instant et retourne au manoir. Il voit la porte grande ouverte et devient instantanément méfiant. En s'approchant encore, un liquide rouge et collant marque le sol depuis l'entrée. Comme prévu, ce sont les traces d'une agression mortelle. Il entre et voit Maurice recroquevillé sur le sol à quelques mètres de la porte. Son état était loin d'être bon et il était clairement à quelques instants de la mort. Pire encore, l'un de ses yeux manqués, arraché de force par l'agresseur. Alors que la gravité de la situation s'installe, Liam bouge sa main et tente d'utiliser un sort de guérison sur lui, mais pas la moindre étincelle de magie ne sort de ses paumes. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser un sort de guérison. Ainsi, le jeune maître le déposa doucement sur le sol pour l'instant. Le nouveau plan est d'appeler un détective et un magicien guérisseur. Le docteur arrive tôt ou tard et fait de son mieux pour sauver l'homme. Il a pu traiter la plupart des blessures d'homo graves et le patient aura besoin d'1 mois pour récupérer. Malheureusement, son œil droit était un cas perdu et il est peu probable qu'il puisse un jour revoir de ce côté. Liam se blâme en partie de n'avoir même pas senti l'ennemi la nuit dernière. Le docteur laisse le patient et son gardien seuls. Livrés à leur propre espace, Maurice s'excuse d'avoir dérangé le prince pour quelque chose d'aussi trivial. Une telle futilité ne lui importe pas et ce qui est important maintenant est de savoir qui les a attaqués si soudainement. En un rien de temps, l'ancien roi absolu apparaît aux portes d'un manoir. Avec une expression aussi froide que sa magie, il lève la main et lance un sort de glace. Une énorme lance de glace apparut du cercle magique et fut projetée à travers les épaisses portes métalliques. À l'intérieur, Josh prenait son repas par une journée paisible comme d'habitude. Il cracha involontairement sa nourriture en entendant quelque chose s'écraser juste à l'extérieur. Furieux, le prince se tourne vers ses serviteurs et exige de savoir ce qui se passait. Un majordome se précipita dans la salle à manger et rapporta d'urgence le problème avec les portes. Josh se précipita rapidement sur les lieux et fut choqué par ce qu'il vit. Son grand et solide portail était en morceaux, soufflé par une force brute. On dit qu'un intrus pourrait être proche, mais qui les attaquerait en plein jour? Serait-ce des assassins engagés par les rivaux politiques de son père? Étant donné le nombre considérable d'ennemis qu'il s'est fait, c'est une possibilité. Cela dit, il est grave que quelqu'un soit capable de détruire leur portail sur mesure. Josh appelle immédiatement les gardes dans la pièce et à l'entrée. Cependant, tout cela était inutile, car l'intrus avait affaire à lui. Liam entra dans le manoir, mais il est suivi par un groupe d'hommes costauds au visage en colère. Le jeune maître leur ordonne de le tuer et ils chargent tous avec des cris de guerre et de grands poings. Un immense mur de glace apparut du sol, les bloquant et gelant entièrement leurs mouvements. Gérant les choses lui-même, Josh lance une série de boules de feu sur l'ennemi, mais encore une fois, celles-ci sont parfaitement bloquées sans que l'intrus ne lève le petit doigt. Liam s'approcha d'un pas régulier, les mains dans les poches, et observa sa cible tomber au sol, terrifié. Le maître se tourna vers ses serviteurs et leur ordonna de faire quelque chose à propos de cet homme. À sa surprise, ils détournèrent tous le regard, le visage pâle, refusant en fait de le sauver. Cela fit ricaner l'intrus car personne n'était prêt à l'aider.
Alors, des larmes et de la sueur commencèrent à perler sur son visage. Puisqu'il savait probablement pourquoi il était venu, Liam s'accroupit et invoqua quelque chose de l'air. Face à son ignorance, il lui demande s'il ment, instillant encore plus de terreur dans le cœur du garçon. Il est le fils de l'homme qui dirige la région, on lui dit donc de bien réfléchir. Se cachant derrière l'autorité de son père, il fait ce qu'il veut au quotidien. À cause de cela, même Maurice connaissait son nom, mais le problème est l'existence de la personne qui a conspiré avec lui. Le majordome de Liam est assez habile et l'étudiant n'aurait pas pu le blesser seul. Pointant un pic à glace sur son œil, il exige de savoir qui d'autre a envahi sa maison. Josh balbutie mais nie toute implication et est averti de ne pas faire répéter l'homme qui le menace. Interrogé sur la présence, il craque finalement, bavant sur lui-même comme promis de parler. Les yeux fermés, il prononce le nom du prince Keith. En y repensant, Liam se souvient de la voix sévère du directeur et de la façon dont le prince avait ordonné de laisser passer ses fautes d'étudiants sans aucune explication. Il demande à Josh si le noble est l'ennemi de Kai, mais il ne peut plus rien dire car cela signifierait sa mort immédiate. Sur ce, Liam décide de l'approcher directement et conjure à nouveau le pic. Le jeune maître a dit tout ce qu'il pouvait, mais ce n'est pas du tout suffisant pour être pardonné. Après tout, le prix à payer pour avoir pris la vue de Maurice est lourd. Josh se transforme en un désordre épave de peur absolue. En premier lieu, le but de l'intrus en venant ici était de se venger pour son majordome. C'était peut-être pour taquiner Kai, mais s'en prendre à son aide était une erreur. Les supplications et les cris désespérés tombent dans l'oreille d'un sourd, et Liam demande au gamin gâté s'il connaît l'expression « œil pour œil ». Avec des mouvements complexes et lents, il enfonce profondément le pic à glace, provoquant des hurlements perçants qui résonnent dans tout le manoir. Maurice, toujours bandé, interroge son maître sur l'objet qu'il tient en main. Liam le rapproche un peu et agite une petite fiole. À l'intérieur se trouvait l'œil de Josh, un petit trophée qu'il avait pris pour sa vengeance. Il sourit et propose de l'exposer sur l'étagère, mais on lui dit aussitôt de l'enterrer dans le jardin. Faisant ce qu'on lui dit, il place même un panneau humoristique indiquant les butins de guerre. Le majordome, de son côté, ne s'attendait pas à ce qu'il ramène une telle chose. On lui dit que ce n'était pas la fin, il rétorque qu'il n'a plus besoin de partie. Liam clarifie, disant qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore être frappées par la vengeance. Maurice est déconcerté par sa détermination. Malheureusement, il ne sait pas qui l'a attaqué car ils l'ont fait par derrière. Son jeune maître partage fièrement qu'il a réussi à extorquer un nom et mentionne Keith. On lui demande si ce nom lui dit quelque chose et la réaction du majordome montre que c'est bien le cas. Après un moment de réflexion, il dit qu'il n'a pas besoin de vengeance. Si cette personne est impliquée, il ne devrait pas avoir de raison de chercher vengeance au nom de Maurice en premier lieu. Après tout, il n'est plus son ancien maître. C'est indéniablement vrai, mais Kai le considérait comme un allié et Liam lui doit une dette pour lui avoir donné son nouveau corps. Pour cette raison, il a l'intention de réaliser tout ce qu'il voulait faire à sa place. De plus, il y a de fortes chances que Keith soit en fait celui qui a tué son maître. Il y a quelques heures, Josh se tordait et hurlait d'agonie, tenant l'orbite oculaire désormais vide. Ses serviteurs observaient en silence et la vue horrible fut suffisante pour faire s'évanouir une femme de chambre. Un majordome reçoit l'ordre de la sortir de la pièce avec soin et ils saisissent tous cette occasion pour quitter les lieux. Laissé seul, Liam appela le garçon qui se débattait. Craignant d'être à nouveau blessé, il se recroqueville et implore pitié, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter. La dette pour avoir blessé Maurice avait été payée avec son œil. Cependant, la vengeance pour Kai demeurait. L'horreur envahit tout l'être de Josh alors qu'il réalisait de quoi il parlait. Il avait drogué le garçon innocent et lui avait probablement fait perdre la vie. Le jeune maître pathétique plaida, disant qu'il n'avait fait que suivre des ordres. Interrogé s'il avait été commandé par Keith, il détourne le regard avec son œil restant, incapable de répondre. L'hésitation se répand sur son visage car il avait été averti que dire quoi que ce soit entraînerait sa mort. Il se détourna et continua de supplier d'être déjà pardonné. De retour au manoir, Liam dit qu'il doit interroger le prince, au moins pour le bien du garçon mort. Maurice l'arrête un instant, répétant comment son maître a été drogué et tué. La voix et le corps tremblants, il demande s'il est vraiment mort, disant qu'il pensait que son âme et celle de Liam avaient juste été temporairement échangées. Il devint clair qu'un malentendu planait. Kai est mort après avoir été drogué de force, c'est pourquoi l'âme du vieil héros est entrée dans son corps. Après tout, un seul corps ne peut contenir qu'une seule âme. En d'autres termes, l'être et la personnalité de son ancien maître n'existent plus dans ce monde. Maurice se fige d'incrédulité à cette nouvelle. Les larmes coulent bientôt et il serre fermement le lit de frustration. Kai était doux et gentil, surtout parmi ses pairs. Peu importe à quel point il était intimidé, il n'a jamais eu en lui de haïr les autres. Sa mort était impardonnable et, à ce titre, Maurice demande sincèrement sa vengeance. Il n'était pas nécessaire de demander car Liam avait déjà l'intention de le faire de toute façon. Liam traversa les couloirs de l'académie avec assurance et sa seule présence suscita de vives réactions chez les autres étudiants.
Dans l'amphithéâtre, les gens parlent le coup-down de Piers et de son congé. Soudain, une ombre fut projetée sur Bridget. Voyant de qui il s'agissait, les camarades reculèrent de peur et d'inquiétude quant à ce qu'il pourrait faire, d'autant plus quand il se tourna pour leur lancer un regard menaçant. Comme c'était trop bruyant, il dit à la jeune fille de venir avec lui et de parler ailleurs. Ils arrivent près de la cour où il n'y aurait pas d'interruption. Il était enfin temps pour lui de sonder son cœur, avec le pouvoir qu'il avait obtenu. Elle est surprise, sachant que Kyle ne connaît pas la magie de lecture mentale et ne peut croire ses paroles alors qu'il prétend l'avoir apprise en seulement 2 jours. Après tout, la lecture mentale est un sort intermédiaire qui prend au moins 3 mois à maîtriser. Il en rajoute disant qu'il a aussi appris la magie d'absorption pour reprendre ses pouvoirs. La mention d'une compétence de niveau avancé l'a fait halter. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse apprendre quelque chose qui prend normalement des années d'entraînement en si peu de temps. Par ses actions, il lance le sort pour prouver son point et elle n'a d'autre choix que d'accepter qu'il a vraiment tout appris. Liam souligne avec suffisance qu'il est le plus fort et qu'il est à un niveau complètement différent d'eux. Étonnamment, cette confiance l'a fait rougir. Sur ce, il s'approche de Bridget pour sonder son cœur. Il lui tient la tête et un éclair de lumière jaillit alors qu'il active sa lecture mentale. La lumière tourbillonna recueillant ses souvenirs et il vit bientôt des éclairs de son enfance. Depuis sa naissance et même le temps passé avec Kyle, tout était d'une clarté limpide. Liam était stupéfait, contraint d'accepter qu'aucun souvenir de Violette ne se cachait en elle. Le sortilège prend fin et Bridget ouvre doucement les yeux. Il confirme que l'existence de sa traîtresse est introuvable dans ses souvenirs. Cela semble être une excellente nouvelle, le malentendu étant dissipé, mais il n'a pas conclu qu'elle n'était pas la réincarnation de Violette. Après tout, elle se ressemble bien trop, c'est évident. Pour l'instant, il a décidé de ne pas lui prendre ses pouvoirs. La jeune fille au cœur pur insiste pour qu'il le fasse quand même si cela lui appartient. Cependant, s'il ne récupère pas son pouvoir de sa cible, cela ne comptera pas comme une vengeance. Cette déclaration froide et pleine de rage l'a fait frissonner. Liam s'occupera d'elle plus tard. Pour l'instant, il doit venger Kyle contre Keith. Ce nom la pousse à lui saisir le bras et à lui demander d'attendre. Comme Maurice, elle le dissuade d'affronter le prince à tout prix. S'il poursuit son plan, il sera tué, c'est certain. L'ancien roi absolu lui demande si elle pense qu'il a perdu. Son ennemi est un homme incroyablement cruel. De plus, il maîtrise la magie de lumière bien plus que celui qu'on nomme le roi de guerre de lumière. La faible magie de glace qu'il a héritée de Kyle ne peut absolument pas rivaliser avec un homme si puissant. Elle a peut-être raison, c'est un adversaire qu'il ne peut vaincre, mais cette seule pensée le fait sourire sournoisement. La magie de glace actuelle de Liam était sans aucun doute faible. Son acceptation rend Bridget perplexe. Même Kyle avait admis que sa magie médiocre ne pouvait battre Keith, mais pour une raison quelconque, l'homme devant elle restait si calme malgré tout. La cloche sonne et leurs estomacs gargouillent, juste à temps pour le déjeuner. Ainsi, il se détourne et met fin à la discussion pour manger, la surprenant encore, vu la gravité de leur conversation. Encore une fois, elle continue de rougir, incapable de comprendre ce qui se passait dans son esprit. C'est peut-être la raison pour laquelle elle veut en savoir plus sur cet homme mystérieux. La jeune fille curieuse court après lui et le rejoint. Ils arrivent bientôt à Poisson-Live, bientôt au réfectoire, où Bridget fixe Liam pendant qu'il mange. Le sentant, il lui demande si elle a quelque chose à dire, mais elle rougit et fait un geste de la main. Ce comportement évasif l'agace un instant, mais il décide de laisser tomber et de continuer son repas. Revenant au sujet précédent, il demande où il peut trouver Keith. Il est aussi étudiant à l'académie, mais le rencontrer leur est impossible. Après tout, les étudiants boursiers spéciaux comme lui sont dans une zone complètement séparée du campus. La zone spéciale n'est accessible que par la deuxième porte est, lourdement gardée par des hommes et de la magie, rendant toute intrusion impossible. Contrairement à ses attentes, ce n'est pas une simple porte d'école ordinaire. Elle note aussi que tous les étudiants là-bas sont des royaux ou issus de puissantes familles nobles. Malheureusement, le contacter en dehors de l'académie est aussi impossible et serait même plus difficile que de le faire à l'intérieur. Keith est toujours escorté par une poignée de ses gardes personnels. De plus, toutes ses tentatives de rencontrer le royal seront bloquées, quoi qu'il arrive. Les bras croisés de frustration, il demande pourquoi. Apparemment, il y a une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher la famille royale. C'est étrange car il est lui-même membre de cette famille. Maurice avait expliqué à l'époque qu'il était le 8e prince du royaume. Et maintenant, Brigitte explique qu'il n'est pas le fils biologique du roi actuel. Son vrai père, le duc Asher, était le frère aîné du souverain actuel. Pour une raison quelconque, il a tenté d'assassiner le défunt roi et a été capturé comme traître. En punition pour trahison, il fut promptement décapité sans pitié. Assez vite, la mère de Kyle, la duchesse, a suivi son mari dans l'au-delà.
D'autre part, le roi actuel l'a adopté comme fils et l'a élevé comme le 8e fils. Cependant, la reine a posé une condition avant de lui permettre d'accueillir le garçon. Il n'était pas autorisé à vivre au palais royal et serait posté à l'écart. De plus, il ne pouvait avoir aucun contact avec les membres de la famille royale. Enfin, son droit de succession fut révoqué de manière permanente. S'il enfreignait l'ordonnance restrictive émise par la reine, il serait emprisonné sur le champ. Liam s'étire, pas trop dérangé par toute cette histoire. Il se demande s'il existe une faille juridique lui permettant de s'approcher du prince. Après avoir réfléchi un moment, elle suggère d'obtenir une permission spéciale du directeur, mais cela n'est jamais arrivé auparavant. Le souvenir du sourire du directeur lorsqu'il l'avait expulsé était encore très vif. Il a l'air d'un type assez sournois, exactement le genre qu'on peut facilement coincer avec un levier. Ayant une idée, il demande où il peut trouver le directeur. Les étudiants s'éloignèrent, surpris de voir Liam traverser le campus. Il n'avait aucune idée pourquoi, mais il empruntait la route menant à la porte de la zone des boursiers. Il demanda à Bridget où il devait aller s'il voulait rencontrer le directeur. Le plan est de s'emparer de ses faiblesses et de forcer l'homme à accepter ses conditions. Au lieu d'une menace, il préférerait appeler ça une négociation. Après tout, quelqu'un avec un visage aussi vilain a probablement quelques sales secrets. La jeune fille ne peut s'empêcher d'être d'accord avec sa conclusion et reste silencieuse en y réfléchissant. Elle demande ensuite un peu de temps car elle veut enquêter elle-même sur le directeur. Sa raison de l'aider n'était pas claire, surtout compte tenu de leur relation. Cela ne compensera pas ce qui s'est passé entre leur vie passée, mais elle veut quand même expier d'une manière ou d'une autre. Puisque cela ne lui fera aucun mal, il décide d'accepter son offre. Ravi qu'il s'ouvre, elle lui dit de l'utiliser comme bon lui semble. Ce n'est pas qu'il lui fasse confiance, mais c'est pourquoi il sera intéressant de voir comment elle agira. Au cas où elle s'avérerait inutile, Liam mène ses propres recherches. D'un pas brave et assuré, il se dirigea vers la porte est. Là, il voit d'emblée 2 gardes ainsi qu'un cercle magique avancé superposé plusieurs fois. Avec ses capacités actuelles, il n'y a aucun moyen qu'il puisse franchir la barrière. Juste à ce moment-là, il entend les roues d'une calèche tourner. Une grande calèche tirée par des chevaux le dépasse soudainement et en ce bref instant, il sent une présence indubitable. Il était déjà certain que l'homme à l'intérieur n'était autre que Magre, le cerveau de sa trahison. Il y a longtemps, ce même homme s'était agenouillé devant lui, disant qu'il n'oublierait jamais ce que Liam avait fait pour lui. Ils avaient mené d'innombrables batailles ensemble, se faisant mutuellement confiance. Cependant, tout cela fut souillé le jour de leur dernière rencontre. Rien que d'y penser le fait ricaner. Il n'arrive pas à croire qu'il ait rencontré la réincarnation de son plus grand ennemi si facilement. Regardant à nouveau, il voit 5 gardes postés au poste. Ils ne sont pas un grand problème en soi, le vrai souci est la porte magique. Même la calèche s'arrête devant et passe un contrôle d'analyse de sécurité magique avant que l'accès ne lui soit accordé. Après un moment, les chaînes sont défaites et les portes s'ouvrent, permettant à la calèche d'entrer. S'il s'introduit maintenant, il causera certainement une agitation indésirable. Ainsi, il conclut qu'il vaudrait mieux les laisser se déplacer librement pendant un certain temps. Ce qui importe, c'est qu'il sait déjà où se trouve Magri. Magri était bien à l'intérieur de la calèche, assis à côté d'un tas de sacs rouges et collants. Entrant dans le campus spécial et arrivant à destination, il en sort avec les sacs à la main. Le liquide rouge continuait de goutter sur le sol tandis qu'il traversait le bâtiment. Assez vite, il atteint le bureau exécutif du conseil étudiant. Des gens l'attendent déjà à l'intérieur. Les sièges étaient pleins et l'homme assis à la tête demande comment ça s'est passé avec ces cibles idiotes. Alors que le chef l'appelait, Magritte se plaignit qu'il utilise son nom d'il y a des années. Il laisse tomber les sacs et dit que tout se passait comme il l'avait prédit. À l'intérieur se trouvaient les têtes de ceux qui avaient agité les descendants de Liam Game. Ils ont dit que la force et la personnalité de leur victime avaient soudainement changé, comme s'il était devenu un homme différent. En d'autres termes, Liam était enfin entré dans son réceptacle. Les choses avaient en fait progressé bien plus que cela. Alors qu'ils se rendaient là-bas, Magri a remarqué leur vieil ami. Cette vue inattendue l'a d'abord pris par surprise, surtout quand il l'a vu fixer la calèche. Il était déjà tout près, juste à leur côté. Le chef ricane et sourit d'amusement, ravi que le roi absolu soit enfin revenu à eux. Partageant son sourire, les autres ajoutent qu'il sera piétiné sans défense dans cette vie aussi. C'était le scénario parfait que tous pouvaient espérer. Il y a 1200 ans, ils l'avaient juste jeté dans l'abîme et n'avaient même pas pu le voir souffrir. Cette fois, ils peuvent rester et regarder chaque seconde de ce qui se passe. Quelques jours plus tard, Bridget annonça avec joie qu'elle avait des informations solides sur le directeur. Malgré son sourire satisfait, l'expression de Liam resta inchangée. Pendant ce temps, leurs camarades de classe se demandaient de pourquoi ils étaient ensemble, mais ils n'osaient pas le remettre en question. Un regard sévère de sa part les fait tressaillir et s'enfuir. Le jeune homme demande alors si l'information était fiable. Sans aucun doute, elle dit fièrement que c'est certain. Apparemment, le vieil homme mentait sur ses voyages d'affaires
et se faufiler dans un club où il s'était lié d'amitié avec l'une des femmes qui y travaille. Il est connu pour être terrifié par sa femme, donc la preuve d'une liaison pourrait servir de levier. Avec un sourire d'attente, elle demande ce qu'il pense de ces informations. Tout homme de statut est comme lui, alors Liam doute que cela leur soit très utile. La réalisation de la terrible nature des hommes la laisse dans une incrédulité totale. S'il le surveille dans le club de luxe, il pourrait finir par révéler quelque chose d'utile. Cela dit, ils ne peuvent pas simplement entrer car ils sont tous deux encore mineurs. Un silence gênant s'installe et il claque la langue de frustration, se souvenant de ces facteurs. Ce sera une étape supplémentaire, mais ils devront simplement se déguiser pour ressembler à des adultes. Ayant bien récupéré, sauf pour sa vue, Maurice accueille Bridget dans le manoir. Elle est entrée dans la nuit, vêtue de soie blanche douce et les cheveux coiffés. Se sentant mal, elle s'excuse de l'avoir fait venir alors qu'il est encore en convalescence. Son maître lui avait aussi dit de rester au lit, mais cela ne ferait que le rendre paresseux. Ils atteignent la porte principale après un moment de marche et frappent pour annoncer leur arrivée. Le maître de maison permet aux deux d'entrer. Bridget est stupéfaite et rougit de confusion en voyant Liam dans un costume noir, élégant et charmant. La remarquant, il lui demande pourquoi elle a l'air si étourdie, mais elle ne peut pas admettre qu'elle était hypnotisée par son apparence mature. D'un regard froid, il décide rapidement qu'elle a l'air trop enfantine. Les deux sont déçus par sa réaction et Maurice le réprimande pour avoir dit une telle chose à une dame qui s'était apprêtée pour lui. Cependant, ce n'est pas le but et ce qui compte, c'est qu'elle ait l'air d'une adulte. Malheureusement, elle ressemble actuellement à une enfant, emmenée à l'opéra par ses parents. Ainsi, il se détourne et décide de se rendre au club tout seul. Bridget l'appela, refusant d'accepter cela. Elle regarda autour d'elle tandis qu'il refusait même d'écouter ses plaintes. Juste à ce moment-là, elle vit un coupe-papier sur une table voisine et saisit rapidement l'objet tranchant. Le serrant fort, la jeune fille tint l'outil près de son corps, inquiétant le majordome. Déterminée, elle déchire audacieusement ses vêtements, coupant au niveau de la poitrine et des cuisses pour créer des fentes qui exposent davantage sa peau. Rouge de honte, elle demande si elle a l'air un peu plus mature avec ce changement. Les yeux de Liam s'ouvrirent de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'elle aille si loin, mais il ricana soudainement d'amusement. S'approchant, il dit qu'il lui accordera du crédit pour son courage. Tendant la main, il retire la pince de ses cheveux pour les laisser tomber. C'est la dernière étape qui les mène là où ils doivent être. Bridget rougit de nouveau et son cœur bat la chamade. Passons! Il était temps de mettre leur plan en marche. Ils partent ensemble et en un rien de temps arrivent à destination. C'est un club social de haute classe et le directeur devrait déjà être à l'intérieur à cette heure. Liam sort le premier de la calèche et tend la main à sa partenaire, lui demandant si elle est prête à jouer le rôle d'une dame raffinée. Les vagues de chaleur sur son visage semblaient interminables, mais ce n'était pas le moment d'être nerveuse. D'un regard déterminé, Bridget dit qu'elle est prête et prend sa main pour le suivre. Liam et Bridget se dirigent vers l'entrée du club social de haute classe. Le videur leur barre le chemin et dit qu'ils doivent montrer leur pièce d'identité. Ils se regardent et nous faisons un retour en arrière, plus tôt dans la soirée. Dans le manoir, Bridget tend à Liam une fausse pièce d'identité. Il la prend et voit qu'elle indique un nom et un âge différents. 21 ans. Elle dit que c'est nécessaire pour entrer dans le club. Liam se demande si cela fonctionnera vraiment. Il demande comment elle l'a obtenu et elle répond qu'elle a utilisé les relations de son père. Il se souvient de ce qu'elle avait mentionné auparavant et lui demande alors ce que fait son père. Bridget semble nerveuse et répond doucement qu'il gère une petite entreprise. De retour au présent, le videur vérifie la pièce d'identité. Il la croit légitime et leur permet d'entrer. Liam et Bridget franchissent de la porte et découvrent l'espace chic à l'intérieur avec un bar. Des gens riches fument des cigares et jouent. Bridget est un peu choquée de voir à quoi ressemble le monde des adultes. Elle regarde ensuite autour d'elle pour trouver le directeur, mais il n'est pas là. Liam lui dit de ne pas trop bouger la tête car cela attirerait les soupçons. Elle dit que le directeur n'est pas là, le faisant réfléchir un instant. Il attire ensuite son attention de l'autre côté de la pièce, où se trouve une porte. Il lui dit de continuer à la regarder. Un couple bien habillé se dirige vers la porte. L'homme montre ce qui ressemble à une carte VIP et l'employé le laisse entrer sans tarder. Liam suppose que c'est une salle VIP et que le couple avait un jeton d'adhésion spécial. Le crime, quelle que soit l'époque, se trame à huis clos. Ainsi, il suppose que le directeur est derrière cette porte. Bridget s'inquiète cependant qu'une simple pièce d'identité ne suffise pas pour entrer. Il sera presque impossible de falsifier le jeton VIP. Liam cependant dit que ce n'est pas un gros problème. Il a remarqué que la porte n'est pas réellement verrouillée. Ainsi, ils n'auront qu'à écarter les hommes en costume noir un instant. Bridget se demande comment ils vont s'y prendre et Liam lui rappelle qu'il peut utiliser la magie. Liam réitère que pour passer la porte de la salle VIP, ils devront écarter les hommes en costume noir. Il commence à lancer sa magie de glace et pointe sa main vers le sol. Une traînée de glace s'écoule sur le sol, inaperçue des invités.
Elle se transforme ensuite en un grand éclat de glace, attirant l'attention de tous dans la pièce. Tout le monde se demande ce qui vient de se passer. Bridget est stupéfaite que Liam ait pu contrôler la magie à une telle vitesse que personne ne l'ait remarqué. L'homme près de la porte court en avant pour voir ce qu'il en est de l'agitation. Liam dit à Bridget que c'est maintenant leur chance. Ils se précipitent à travers la porte pendant que la situation dans la pièce est encore un peu chaotique. La porte se referme derrière eux sans que personne ne les voit entrer. À l'intérieur, il y a des escaliers menant vers le bas. Ils descendent, remarquant que ça va assez loin. Ils arrivent enfin en bas et Liam lui dit de rester vigilante. Ils tournent à droite et voient un grand couloir aux décorations ornées. Liam demande si elle voit le directeur, mais son expression dit non. Il suggère ensuite de vérifier le reste de la zone. À l'intérieur, il y a des gens qui ont des liaisons et d'autres qui prennent de la drogue. De plus, des prostituées et prostituées se promènent, prêts à satisfaire les clients. Liam et Bridget voient cela et sont sidérés par la corruption de cet endroit. Ils voient alors le bon côté des choses. Si le président vient régulièrement ici, il devrait être facile de trouver de quoi le faire chanter. Liam entend alors quelque chose et jette un coup d'œil à l'entrée. Il remarque que le garde de l'étage supérieur est là, l'air affligé. Il attire l'attention de Bridget et elle le reconnaît aussi. Elle se demande s'il les cherche. L'homme en costume noir marche maintenant dans leur direction. Liam voit qu'il est peut-être trop loin pour courir. Il se tourne alors vers Bridget et lui demande s'il devrait vraiment gérer cela pacifiquement. Elle supplie pour la méthode pacifique et il sourit. Il s'approche alors rapidement et l'embrasse sur les lèvres. Bridget est stupéfaite et commence à rougir. Leur baiser devient alors plus passionné et intime. Leurs lèvres se séparent, puis se rejoignent à nouveau. Liam jette un coup d'œil du coin de l'œil et voit le garde les regarder, puis passer son chemin. Ils arrêtent enfin de s'embrasser et il lui dit que l'homme en noir est parti. Bridget, cependant, est encore trop troublée pour réagir. Liam dit alors qu'il devrait retrouver le président avant que les choses ne deviennent bruyantes. Liam demande à Bridget pourquoi elle rougit. Elle répond timidement que c'est parce qu'il l'a embrassée. Cela fait sourire Liam qu'elle agisse comme une enfant. Cela embarrasse Bridget encore plus. Liam n'a pas le temps pour ça et demande qu'ils passent à leur mission. Ils voient que le couloir se divise en deux directions, alors Bridget suggère qu'ils se séparent. Alors qu'elle prend sa route, Liam lui dit de l'appeler si quelque chose arrive. Bridget est contente d'avoir du temps seule pour se calmer. Elle se souvient du baiser et cela la fait rougir de nouveau. Elle essaie de se ressaisir en se disant avec tristesse qu'elle sait que Liam ne ressent rien à ce sujet. Elle se recentre en entrant dans l'une des pièces. Pendant ce temps, Liam vérifie aussi les pièces et voit que beaucoup d'entre elles sont remplies de gens qui jouent. Alors qu'il poursuit sa recherche, il entend Bridget crier. Ailleurs, dans l'une des pièces privées, Bridget est plaquée sur le canapé par un homme masqué d'âge moyen, vêtu d'une tenue de bébé complète avec des couches. Elle lui demande de la laisser partir, mais l'homme resserre sa prise sur elle. L'homme murmure qu'elle fait juste la difficile. Soudain, Liam apparaît et le repousse d'une gifle. Il demande à Bridget si elle va bien et lui tend la main pour l'aider à se relever. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas repoussé avec sa magie. Cela la fait se sentir mal de savoir qu'elle aurait pu le faire, mais elle a figé sur le moment. Liam l'assure qu'il est normal d'être figé de peur quand quelqu'un l'agresse. L'entendre la réconforter fait que la jeune fille tombe encore plus amoureuse de lui. Liam se reconcentre alors sur le gars en costume de bébé qu'il a mis au sol. Il retire son masque et voit qu'il est en fait le directeur de l'académie. Le directeur est tellement pris au dépourvu que quelqu'un le connaît et demande qui il est. Liam répond qu'ils sont des étudiants de son académie et le traite de directeur pervers. Il menace de faire savoir aux autres étudiants comment il se promène vêtu d'une tenue de bébé. Le directeur ne peut pas le regarder en face, essayant en vain d'exprimer son excuse pour porter quelque chose d'aussi pervers. Liam lui dit qu'il n'a aucun intérêt pour ses passe-temps, mais que les parents des étudiants pourraient le penser différemment. Le directeur le supplie de faire comme s'il ne l'avait jamais vu. En réponse, Liam gèle la porte pour que personne ne puisse entrer ou sortir, horrifiant le vieil homme. Le directeur se met à genoux et demande ce qu'il veut qu'il fasse. Liam exige qu'on lui donne un accès libre à la zone des étudiants boursiers. L'homme dit qu'il n'a aucun moyen de faire cela, alors Liam répond qu'il répandra la rumeur qu'il est un pervers. Cela pousse l'homme à céder et lui dit qu'il le fera. Liam lui pose la main sur l'épaule d'une manière un peu rude pour le réconforter. La porte s'enflamme soudainement. Liam trouve l'aura de cette flamme étrangement familière. Il se souvient du moment où Magré lui avait demandé de faire un combat d'entraînement avec lui dans leurs vies antérieures. Liam lui avait dit que l'écart entre leurs forces était bien trop grand pour qu'il puisse y faire face. Magra, lui, était déterminé, lui affirmant qu'il était tout à fait prêt à mourir s'il le fallait. Liam, voyant sa conviction, accepta finalement. Ils activèrent tous les deux leur pouvoir de flamme et commencèrent leur combat. Immédiatement, Magri sut qu'il était en train de perdre. Quelques instants plus tard, Magri haletait à bout de souffle, assis par terre après sa défaite. Liam lui tendit la main pour l'aider à se relever et lui demanda s'il voulait réessayer. Dans le présent, Liam reconnaît cette magie de la flamme comme étant celle qui lui a été volée.
Il sait immédiatement qui se trouve de l'autre côté de la porte. La porte est détruite en morceaux ainsi que la glace qui la recouvrait. Magri entre dans la pièce avec un grand sourire. Il dit à Liam qu'il l'attendait depuis un bon moment. Le directeur voit que Magri porte aussi un uniforme de l'académie et qu'il est hostile envers Liam. Il sourit en voyant le plan d'utiliser Magre à son avantage. Le directeur court vers Magre et lui ordonne de tabasser Liam pour une énorme récompense. Cela met Magre en colère qu'on lui donne des ordres, alors il met le directeur en feu. Bridget dit qu'elle doit l'aider, mais Liam lui répond que c'est trop tard, car le feu utilisé sur lui est un feu de l'enfer qui le brûlera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le résultat final est les restes calcinés du directeur sur le sol. Bridget est horrifiée par cette scène horrible. Liam demande à Magra ce que ça fait d'utiliser un pouvoir qu'il lui a volé. Marguerite répond avec un rire sardonique que c'est incroyable et que tous ceux qui lui ont volé du pouvoir ressentent la même chose. Il dit qu'il est content qu'il soit revenu car ils attendaient depuis des centaines d'années pour le remercier de son pouvoir. Magri lui demande ensuite ce que ça faisait d'être attaqué sans fin par le démon de la calamité et ses sbires pendant 1200 ans. Bridget peut voir que sa remarque blesse profondément Liam. Magri sourit en voyant qu'il a touché une corde sensible. Cependant, Liam reste silencieux. Cela agace Magri qui exige qu'il parle. Liam le traite de pathétique, il dit que Magri est toujours le même homme qui se frustre facilement et que plus il aboie, plus il lui semble faible. Cela allume la fureur de l'homme aux cheveux roux si bien qu'il active sa flamme. Il menace de faire regretter ses paroles à Liam et invoque une épée pour le combat. Calmement, Liam répond qu'il l'affrontera. Magri pense que Liam est stupide d'agir encore en force malgré la perte de son pouvoir. Il ne voit aucun moyen de perdre, sachant qu'il possède maintenant la magie du feu la plus puissante, alors il se proclame le champion. Il se souvient du passé quand lui, Liam et leur groupe ont rencontré un dragon géant. Liam dit aux autres qu'il servirait de leur pendant qu'il finirait le monstre. Alors, il activa son épée imprégnée de feu. Magrul lui dit qu'attaquer seul serait imprudent. Liam se contenta de sourire avec confiance en répondant qu'il pouvait s'en occuper. Liam s'éloigna ensuite de la bête en courant, forçant Magre et les autres à trouver un moyen de distraire l'ennemi. Alors que les autres couraient vers le dragon par l'avant, Liam courait vers le dragon par l'arrière. Le dragon chargea son souffle de plasma et tira sur les autres, qu'ils évitèrent. Magre enflamma son épée et chargea la bête. Pendant qu'il chargeait, la voix dans sa tête lui dit qu'il n'était pas satisfait d'être juste le leur. Cela lui donna le pouvoir de mettre plus de force dans son coup. Il frappa le dragon à la tête, mais sa peau était si dure que sa lame ne la perça pas. Le dragon le repoussa d'un revers de patte. Il vola sur une grande distance jusqu'à ce qu'il heurte un rocher et perde connaissance. Le dragon se dressait au-dessus du corps de Magre. La petite sœur de Magre, Mimi, cria le nom de son frère, pleine d'inquiétude. Le dragon était sur le point de dévorer l'homme. Malgré ses yeux fermés, Magre pouvait entendre la voix dans sa tête, lui disant qu'il était le leur parfait. Pendant ce temps, Liam était derrière le dragon, prêt à le poignarder avec son épée enflammée. Cela a conduit le dragon à être coupé verticalement en deux. Liam se tenait droit au centre, à côté des parties séparées de la créature. Il avait l'air si élégant que les dames de leur groupe rougirent. Plus tard, Magra se réveilla dans une tente et la première chose qu'il vit fut Mimi. Il lui demanda ce qui s'était passé. Mimi le regarda avec dédain. Elle le traita de pire. Elle expliqua qu'il faisait toujours des folies et se ridiculisait et qu'elle en avait marre. Elle continua en disant qu'il était grand temps qu'il apprenne qu'il n'était jamais à la hauteur de Liam et qu'il était pathétique. Entendre ces mots fait tellement souffrir Magri. Mimi dit qu'elle avait déjà atteint ses limites avec lui. Magri lui demanda si Liam lui avait dit quelque chose qui l'avait poussé à agir ainsi. Elle répondit qu'il n'était pas cool de penser ça. En quittant la tente, elle dit qu'elle souhaitait que Liam soit son frère à la place et qu'il devrait s'excuser auprès de Liam pour ce qui s'était passé plus tôt. Magri serra le poing et serra les dents de frustration. Magri lui dit qu'il n'est pas faible. Pour prouver sa force, il se précipite vers Liam avec sa puissance de feu. Liam bloque son attaque avec sa glace. L'air autour d'eux grésille du choc de leur pouvoir. Magri se moque de lui pour avoir utilisé un bouclier si pathétique pour bloquer son feu. Les deux continuent d'échanger des attaques, ne voulant pas perdre l'un contre l'autre. Bridget appelle Liam, inquiète, mais l'homme lui dit de ne pas bouger et de regarder d'où elle est. Magre saute et l'attaque rapidement, disant qu'il devrait d'abord se concentrer sur son adversaire. Liam réussit à éviter l'attaque, mais Magre continue de l'attaquer, balançant son arme. L'homme se moque de Liam, apparemment incapable d'esquiver correctement ses attaques. Magre lui dit même qu'il a finalement été traîné hors du trône du roi absolu. Reprenant confiance, il se recharge et attaque à nouveau. Une fois de plus, Liam bloque son assaut, mais cette fois son feu est éteint. Il n'y croit pas, alors il tente de frapper une fois de plus. Cependant, à sa grande surprise, Liam vise sa poitrine à la place.
L'arme l'empale, le faisant tomber à genoux. Il ne peut pas croire qu'il est sur le point d'être vaincu. Puisque son feu est le plus fort, il ne peut accepter de perdre face à une magie ordinaire. Perdant lentement la raison, il se demande comment cela a pu arriver. Liam se tient fort devant lui, déclarant qu'après toutes ces années, il ne peut jamais être vaincu par son ennemi juré. Même si Magré a utilisé des sales tours pour voler son pouvoir, il ne peut jamais gagner. Il demande ensuite si son ancien ami l'a trahi à cause de son complexe d'infériorité sans valeur. Mimi était tout sourire et agréable en saluant Liam. Elle s'accrocha à lui et lui demanda où il allait. L'homme lui dit d'arrêter de s'accrocher à lui car c'était difficile de marcher, ne profitant clairement pas du tout de son attention. Il la considérait comme rien de plus que la petite sœur gâtée de son ami. Rejetant ses avances, il demanda des nouvelles de l'état de Magre, ce qui contraria visiblement la jeune fille, puisque Liam ne lui rendait pas ses sentiments. Elle ignora quelque peu sa question, lui disant qu'elle ne savait absolument rien de l'état de son frère. Il soupira et la réprimanda de ne pas vraiment se soucier de Magre, soulignant qu'elle n'avait même pas l'air de lui avoir apporté de nourriture. L'air agacé, elle répondit qu'il ne mourrait pas en sautant ses repas et que ce n'était pas grave de toute façon. Cela changea finalement son humeur et elle se plaignit qu'il s'inquiétait toujours pour son frère Magre mais se souciait beaucoup moins d'elle. Elle serra ensuite soudainement Liam dans ses bras et lui demanda s'il ne voulait pas une petite sœur mignonne comme elle. Liam soupira une fois de plus et lui dit sans détour qu'il préférait Magré à elle car il était plus utile que sa personnalité pourrie. Devenue rouge écarlate, Mimi fut humiliée par ses mots sans filtre. Juste à ce moment-là, Magré arriva et les vit se tenir si près l'un de l'autre. Mal comprenant la situation, il était sur le point d'affronter Liam. Cependant, Mimi le regarda avec dédain et s'éloigna. Voyant le regard déçu sur le visage de son ami, Liam demanda si les frères et sœurs s'étaient disputés ou quelque chose. Il dit à Magré qu'il gâtait trop sa sœur, c'est pourquoi elle devenait de plus en plus une gamine gâtée. Magré l'affronta finalement et lui demanda s'il avait embrassé Mimi à l'instant. Liam resta calme et lui dit qu'il semblait que sa blessure avait obscurci son jugement. Cela ramena Magré au présent et il s'excusa, disant qu'il ne pensait pas vraiment clairement. Il expliqua qu'il se souciait vraiment de Mimi et ne pouvait s'empêcher d'être surprotecteur. Il était sûr que Liam comprenait cela aussi, donc il n'y avait aucune chance que son ami trahisse sa confiance. Cependant, quelques jours plus tard, Magré fit irruption chez lui en toute hâte. L'inquiétude était gravée sur son visage alors qu'il appelait sa sœur. Il la trouva ensuite presque dévêtue et en pleurs. Il demanda frénétiquement ce qui s'était passé et entre les sanglots, elle avoua que Liam l'avait forcé. Bouillonnant de rage, Magré était sur le point de partir affronter son ami quand Mimi l'arrêta. Elle lui dit qu'elle était en colère aussi, mais que puisque Liam était si fort, il ne pourrait pas un tour pas le battre même s'ils unissaient leurs forces. Essayant de le calmer, elle le serra dans ses bras et déclara qu'elle voulait qu'il mette en œuvre un plan pour riposter contre Liam et le vaincre. Puisque Magré traitait Liam comme un bon ami et bienfaiteur, elle craignait d'être la cause de leur rupture. Cependant, Magré l'assura qu'il n'y avait personne de plus important au monde pour lui que sa petite sœur. Il serra Mimi fort dans ses bras et jura qu'il la vengerait et tuerait Liam pour avoir souillé son honneur. Liam n'était plus son ami et bienfaiteur, mais son ennemi juré. Il était loin de se douter que Mimi souriait, appréciant visiblement d'avoir réussi à les séparer tous les deux. À présent, les dents serrées, Maga révèle qu'il a trahi Liam à cause de ce qu'il a fait à sa sœur. Il est plein de colère, lui disant qu'il ne peut plus être loyal envers quelqu'un de vicieux et de racaille. Cependant, tout cela est une nouvelle pour Liam. Il ne se souvient pas avoir jamais posé la main sur Mimi, ni n'avoir jamais eu l'intention de le faire, car il l'a toujours considérée comme rien de plus qu'une gamine pourrie.